Une fillette de 4 ans a été enfermée dans une cage rouillée dans une ville silencieuse pendant des mois. Personne n'a demandé, personne n'a rien dit, jusqu'à ce qu'un milliardaire s'arrête dans une station-service, entende un murmure et se retourne. Henry Shaw, 55 ans, milliardaire et fondateur de la fondation Lightwell, est venu à Burnsville pour rechercher un terrain pour un centre de traitement. Mais la vie ne l'a pas amené là-bas pour découvrir la terre. Cela l'amena à s'asseoir à côté d'une cage à laquelle toute la ville avait choisi de tourner le dos. À l'intérieur de cette cage se trouvait Hélène, 4 ans, maigre et assise là, silencieuse comme un objet oublié. Henry ôta son manteau, le plaça sur les barreaux, sa colère rayonnant dans ses yeux. Puis il prononça une phrase, « Ce n'est pas un animal sauvage. C'est une enfant. » Le ciel était couleur de cendre alors que la Bentley noire roulait lentement vers Burnsville, une petite ville calme comme si chaque son avait besoin d'une autorisation pour être entendu. L'hiver ici n'apportait pas de neige, seulement un vent mordant et un froid qui s'insinuait dans l'âme. Le paysage qui bordait les rues était composé de magasins définitivement fermés, d'enseignes penchées et de maisons aux toits de tôle rouillés qui semblaient habituées à être oubliées. À l'intérieur de la voiture, Henry Shaw était assis bien droit sur la banquette arrière, le regard fixé sur la scène par la fenêtre. Il portait un manteau en laine anthracite foncé, dont le revers révélait une montre suisse d'une facture exquise. Tout chez lui était méticuleux, depuis le léger signe de tête lorsqu'il entendait son assistant parler jusqu'à la façon dont il pliait soigneusement un document après l'avoir lu. Henry, 55 ans, avec des fils d'argent dans les cheveux au niveau des tempes, n'était pas un homme de beaucoup de mots. En tant que fondateur de la Lightwell Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à la construction de centres de rétablissement pour les enfants souffrant de traumatismes psychologiques, il était venu à Burnsville pour étudier un terrain proposé pour le prochain centre. La voiture s'est arrêtée dans une petite station-service. Il n'y avait aucun signe, juste un bâtiment en bois gris patiné, une pompe branlante et un homme s'essuyant les mains avec un chiffon gras. Henry sortit de la voiture, fit un léger signe de tête au conducteur et entra. Personne ne l'a salué. L'employé derrière le comptoir leva simplement les yeux, puis baissa à nouveau les yeux. Henry n'avait rien besoin d'acheter. Il voulait juste des indications pour se rendre au sud de la ville. « Vous cherchez un terrain pour construire un centre ?» demanda l'employé, la voix rauque à cause de la fumée de cigarette. « Cet endroit va bien, mais... » Henry leva les yeux. Son regard n'était pas énergique, mais c'était suffisant pour inciter l'homme à continuer. Il y a des rumeurs, surtout des rumeurs. Au bout de Maple Street, derrière la caravane grise, il y a une petite fille enfermée dans une cage dans le jardin. Cela fait des années que ça dure. Tout le monde le sait, mais personne n'ose s'en mêler. Sa famille est compliquée. Henry n'a pas posé d'autres questions. Il hocha simplement légèrement la tête. Ses yeux ne changèrent pas d'expression, comme si l'information était simplement un détail supplémentaire ajouté à la carte mentale qu'il dessinait. Il retourna à la voiture, ferma doucement la portière et se tourna vers son chauffeur. « Emmenez-moi à Maple Street, mais n'attirez pas l'attention. » Le conducteur l'a seulement regardé dans le rétroviseur et a hoché la tête. La voiture fit demi-tour, s'engageant sur une petite route de gravier, laissant derrière elle la station-service et les regards furtifs par les vitres. Henry n'a pas regardé son téléphone, n'a pas pris de notes. Il regardait simplement la route comme si chaque détail était enregistré dans sa mémoire. Maple Street n'avait pas d'érable, juste le nom d'une époque où la ville était luxuriante et verte. Les maisons y étaient encore plus clairsemées et délabrées que celles du centre-ville. Les fenêtres étaient barricadées avec du contreplaqué. Les enfants ne jouaient pas dehors. Les chiens n'aboyaient pas. L'air ici était chargé de quelque chose qui était mort depuis longtemps et n'avait jamais été enterré. La remorque grise est apparue après un virage. Pas de numéro de maison, pas de boîte aux lettres. Derrière, il y avait une parcelle de jardin envahie par les mauvaises herbes. Et au milieu de cet espace, quelque chose qui ressemblait à une cage. Henry fit signe au conducteur d'arrêter la voiture à une certaine distance. Il descendit, ajusta son col et se dirigea vers la maison. Il n'était ni pressé, ni prudent, mais chaque pas avait un but clair. En se rapprochant, il le vit clairement. Une cage faite de grillages et de palettes en bois, de fortune, tordue, mais toujours une cage. Et à l'intérieur, un enfant. Elle ne pleurait pas, n'appelait pas, ne regardait personne, elle restait simplement assise, les genoux repliés sur sa poitrine, les yeux vides, comme si elle s'était retirée de ce monde depuis longtemps. Henry resta silencieux. Il ne s'est pas précipité.
Il savait que certaines blessures étaient si profondes que même un mouvement brusque pouvait briser le peu qui restait à l'intérieur. La porte de la caravane s'est ouverte. Une femme en sortit, une cigarette à moitié fumée à la main, les yeux fatigués et indifférents. Elle se fait mal. La cage sert juste à se protéger. Le médecin a dit qu'elle avait des problèmes. Nous faisons simplement de notre mieux. Henri n'a pas répondu. Un homme apparut derrière elle. L'odeur de l'alcool est forte même à distance. Il sourit. Pour qui te prends-tu? Superman? Cet enfant est brisé. Elle ne parle pas. Elle ne mange pas. Elle ne dort pas. Elle n'est plus une enfant. Elle est un fardeau. Henri se tourna pour les regarder. Ses yeux n'étaient pas bruyants, mais il y avait quelque chose en eux qui les fit soudainement taire tous les deux. Il ôta son manteau, le plia soigneusement et se dirigea vers la cage. Il n'a pas frappé à la porte, il n'a pas appelé son nom. Il a juste dit doucement, d'une voix grave et ferme, ce n'est pas un animal sauvage. C'est une enfant. Et je ne vais pas laisser ça continuer. La petite fille ne réagissait toujours pas, mais dans ses yeux, il y avait un scintillement, comme si ce qu'il venait de dire n'était pas la première fois qu'elle l'entendait, mais la première fois qu'elle voulait le croire. Henri se tenait immobile près de la cage grillagée, les yeux fixés sur la petite fille assise à l'intérieur. Personne ne parla pendant plusieurs secondes, seul le vent sifflait à travers les interstices du bois pourri derrière la remorque. La cage, faite de treillis métalliques rouillés et de palettes cassées, mesurait environ 1,50 mètres de haut et n'avait pas de toit. Le sol à l'intérieur était de la terre nue, parsemé de quelques bouts de papier déchirés et d'un vieil oreiller taché. On ne sait pas s'il était sale ou s'il avait été trempé de sang. La petite fille à l'intérieur avait peut-être 4 ans. Elle était si maigre que ses vêtements pendaient sur elle comme si elle portait ceux de quelqu'un d'autre. Ses cheveux noirs étaient emmêlés sur son front et son cou. Elle ne pleurait pas, ne criait pas et ne regardait pas Henri. Elle était juste assise là, les genoux serrés contre sa poitrine, le menton posé sur ses genoux, les yeux grands ouverts, mais vides, comme si elle s'était retirée du monde depuis longtemps. La porte de la caravane s'ouvrit à nouveau en grinçant. Une femme en sortit, une cigarette à la main, cet homme claquant sur les marches en bois pourri. Ses cheveux blonds ébouriffés étaient attachés au hasard derrière sa tête. Un tatouage fané de Miller était visible sur son poignet. Daisy Miller, une trentaine d'années, était la tante de la petite fille. Sa voix était rauque et brutale. Elle a des problèmes. Elle se fait mal. Nous ne voulons pas l'enfermer, mais que sommes-nous censés faire d'autre? Les gens disent qu'elle a besoin d'aide. Nous ne sommes pas des experts. Daisy ne s'est pas excusée, n'a rien caché. Elle parlait comme si elle racontait une histoire à propos du chien du voisin qui aboyait trop fort. Henri se tourna pour regarder, non pas durement, mais directement. Et aider un enfant, c'est l'enfermer dans une cage? Daisy souffla de la fumée, évitant son regard. C'est pour sa sécurité. Elle se cognait la tête contre le mur, se mordait. Un deuxième personnage est apparu dans l'embrasure de la porte de la caravane. Frank Miller, le mari de Daisy, environ 40 ans. Sa chemise était ouverte en haut, révélant un punch, et il tenait une canette de bière bon marché. Ses yeux étaient injectés de sang et sa voix brouillée par l'alcool. Pour qui pensez-vous que vous êtes? Une sorte de sauveur? Frank descendit les 3 marches, un peu instable, mais gardant toujours un ton sarcastique. Cette gamine est brisée. Elle ne mangera pas à moins que vous la forciez. Elle ne parle pas. Elle ne réagit même pas quand elle vous voit. C'est un poids mort. Henri n'a pas répondu immédiatement. Il se retourna pour regarder à nouveau la petite fille. Elle ne bougeait toujours pas, comme si aucune conversation n'avait lieu. Ensuite, il ôta son long manteau, le plia en 2 et se rapprocha de la cage. Daisy recula d'un pas, Frank fit un léger pas. Henri plaça soigneusement le manteau sur la balustrade métallique, comme s'il mettait une couche de respect sur quelque chose qui avait été violé depuis trop longtemps. Sa voix n'était pas forte, mais elle était décisive, impossible à contredire. Ce n'est pas une poubelle, ni un animal sauvage. C'est une enfant. Frank éclata de rire, d'un rire sec et dur qui résonnait dans l'air froid. Tu vas l'emmener? Pas de papier, pas de droit. C'est ma nièce. Henri se tourna pour regarder Frank directement dans les yeux pour la première fois, laissant la colère faire surface, pas la colère d'avoir été insulté, mais la colère que le monde ait permis que cela se produise.
Je n'ai pas besoin de droit pour savoir ce qui est bien et ce qui ne va pas, dit-il lentement. Et je ne suis pas ici pour demander la permission. Frank fit un pas en avant, mais Daisy tira le bras de son mari. Elle ne dit rien, se contentant de secouer légèrement la tête. Dans ses yeux, pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à de la peur apparut. Henri se tourna vers la voiture garée quelques maisons plus loin. Il fit signe au chauffeur, puis sortit son téléphone et composa un numéro. Lorsque l'autre bout du fil a décroché, il a dit de manière concise « J'ai besoin de 3 avocats, d'une équipe de soutien psychologique et d'une caméra maintenant. » Il raccrocha et retourna vers la cage. Personne ne l'a arrêté cette fois. La petite fille n'avait toujours pas bougé, n'avait pas cligné des yeux. Henri s'agenouilla, assis bas à la hauteur de ses yeux. Il ne toucha pas les barreaux, ne l'appela pas par son nom, se contenta de la regarder en silence. Au bout d'un moment, la petite fille pencha légèrement la tête, le regardant. La première réaction. Ce regard ne contenait ni espoir ni peur. Juste une question silencieuse, tu partiras aussi comme les autres, n'est-ce pas? Henri a compris. Il prit une profonde inspiration, soutenant son regard fermement. Je ne sais pas qui t'a abandonné. Mais je n'en fais pas partie. Il ne savait pas si elle le croyait ou non. Mais il savait que pour redonner confiance à un enfant traumatisé, il faudrait plus que des mots. La police est arrivée 20 minutes après l'appel d'Henri. Une vieille voiture de patrouille à la peinture écaillée roulait lentement, comme si rien n'était pressé. Les lumières ne clignotaient pas. À l'intérieur se trouvaient 2 officiers locaux, d'âge moyen, semblant plus ennuyés que alertes. L'agent Wade, le chauffeur, avait environ 50 ans, avec une tache et des cernes sous les yeux dû au manque de sommeil ou à une trop grande quantité de café bon marché. À côté de lui se trouvait l'officier, plus jeune, âgé d'environ 35 ans, avec un visage aussi froid que la glace. Il hocha la tête par réflexe en sortant de la voiture, mais ses yeux passèrent rapidement d'Henri à la cage derrière la remorque et s'arrêtèrent là. Wade parla le premier, d'une voix pas trop inquiète, mais assez polie. « Monsieur Shaw, nous avons reçu un appel concernant une situation particulière. » Henri se tenait au bord de la cage, sans se retourner. « Il n'y a rien de spécial. Il s'agit d'une enfant illégalement enfermée dans la cour de 2 adultes inaptes à s'occuper d'elle. C'est aussi simple que cela. » Wade jeta un coup d'œil à Frank et Daisy, qui se tenaient sur les marches, le visage comme de la pierre, mais leurs mains serrées autour de canettes de bière vides. Le problème c'est que... Il hésita. Ils font partie de la famille, nièce, si je comprends bien. Il n'y a aucune plainte de la part des services de santé ou des services sociaux, et aucune preuve claire de violence physique. Alors, c'est quoi cette cage? Demanda franchement Henri, sa voix toujours calme, un nouvel outil thérapeutique? Et évita le regard d'Henri. Wade s'est gratté la tête, continuant à esquiver. Les familles ont le droit de s'occuper de leurs jeunes enfants tant qu'il n'y a aucune preuve directe de préjudice. Si elles disent que c'est pour les protéger, il est légalement difficile d'intervenir. Henri sortit la main de sa poche. Il a fait signe au conducteur d'ouvrir l'arrière de la voiture. L'une des 3 personnes est sortie. George Lynn, avocat en chef de la fondation Lightwell, costume gris, lunettes à monture noire, son expression inchangée même lorsqu'il a vu la cage. 2 autres personnes le suivaient, dont l'un tenait une caméra allumée depuis leur arrivée. Henri se retourna, regardant directement les 2 officiers. Cette caméra a enregistré toute la scène depuis notre arrivée, y compris les déclarations de ces 2 lapins. Il jeta un coup d'œil vers Frank et Daisy. J'ai aussi 3 avocats ici. Si vous n'intervenez pas, ces images seront envoyées au bureau du procureur général de l'État avec un procès pour complicité et fermeture des yeux sur la séquestration d'un mineur. Personne n'a rien dit. Et fut le premier à bouger. Il se dirigea vers la cage, s'accroupit et regarda attentivement la petite fille à l'intérieur pour la première fois. Ses yeux passèrent lentement de lassitude à confusion, puis lourds de tristesse. Il s'est tourné vers l'agent Wade. Si nous ne faisons rien, nous en faisons partie. Wade poussa un long soupir et hocha la tête. Appelez les services de protection de l'enfance et appelez un médecin. Nous suivrons le protocole. Frank a crié, tu n'as aucun droit. C'est ma nièce. Nous l'élevons. Personne ne sait mieux que nous ce qui se passe. Daisy resta silencieuse. Ses yeux quittèrent Frank, regardant la cour comme si elle se demandait comment les choses s'étaient passées jusqu'à présent. Un déclic retentit lorsque la porte de la cage s'ouvrit. C'est qui a défait le loquet,
ses mouvements lents et doux. Henri n'est pas intervenu. Il restait là à attendre. La petite fille, dont personne ne connaissait encore le nom, ne bougeait pas du tout. Sans peur, sans espoir, elle leva simplement les yeux vers Henri comme si elle avait vu des gens venir, promettre, puis tourner le dos et partir. Elle ne s'attendait à rien, elle a juste regardé. Henri s'accroupit avec précaution. Il lui tendit les mains, sans la toucher, mais en les laissant là une invitation, pas une exigence. Tu n'es pas obligé de me faire confiance. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais tu ne mérites pas d'être enfermé comme ça. La petite fille ne répondit pas. Mais au bout de quelques secondes, longues comme le silence d'une église, elle se pencha très légèrement vers lui, non pas brusquement, non par confiance totale, mais parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Henri enroula ses bras autour de son corps mince. Elle était aussi légère que rien. Je n'ai pas résisté ni accroché. Il se leva, la portant hors de la cage, hors de l'endroit qui lui avait volé son enfance, sa voix et la confiance d'un enfant. Personne ne l'a arrêté. Franck se retira dans la maison. Daisy se détourna. Et s'écarta et baissa la tête. Henri se dirigea droit vers la voiture, la petite fille dans ses bras. Elle ne regarda pas autour d'elle, ne demanda pas où elle allait. Elle le regarda juste comme si elle se demandait, cette fois-ci, ce sera différent? Lorsqu'il monta dans la voiture, Henri la plaça sur le siège à côté de lui, attachant sa ceinture de sécurité d'un mouvement doux et patient. Puis il prit son manteau, celui qu'il avait placé plus tôt sur la cage, et l'enroula autour d'elle. À ce moment-là, il n'était pas un fondateur, ni un homme riche venu d'ailleurs. Il n'était qu'un être humain assis à côté d'un enfant oublié depuis trop longtemps. Il se pencha, parlant très doucement, non pas pour les caméras, ni pour la police, mais juste pour la petite fille. Je ne sais pas qui t'a abandonné en premier, mais cette personne ne sera pas moi. La voiture a démarré, laissant Maple Street derrière elle. Le centre de stabilisation psychologique était situé dans la banlieue sud, à près de 3 heures de route de Burnsville. Il n'y avait pas de grande porte, pas de panneaux fantaisistes, juste un petit bâtiment peint en blanc niché tranquillement parmi les arbres gris de l'hiver. L'odeur du pain, du vieux papier de classement et d'un désinfectant doux flottait dans l'air, un endroit conçu non pas pour impressionner, mais pour retenir tranquillement les gens lorsqu'ils ne pouvaient pas se retenir. Henri n'entra pas dans le hall principal lorsque la voiture s'arrêta. Il resta avec la petite fille, ajustant le manteau autour d'elle, puis la souleva doucement. Médecins, infirmières, travailleurs sociaux étaient déjà là, tous informés et préparés. Mais personne ne s'est précipité. Ils ne se sont pas approchés, n'ont pas proposé de papier, n'ont pas posé de questions. Tout le monde a compris qu'à ce stade, le silence était la première étape pour reconstruire quelque chose de brisé. La petite fille a été emmenée dans une chambre privée. Murs peints dans des couleurs neutres, éclairage doux, pas d'objets pointus ni de bruits inhabituels. Tout était doux, minimal, comme un espace où les souvenirs ne pouvaient s'accrocher pour exploser. Henri n'entra pas. Il resta sur le pas de la porte, fit un signe de tête au médecin responsable et se tourna vers le couloir. À partir de ce jour, Henri vint tous les jours, à la même heure. Chaque fin d'après-midi, à 17 heures précises, il se trouvait dans le couloir devant la chambre de la petite fille. Il n'a pas demandé de résultats aux infirmières, n'a pas appelé pour des mises à jour, n'a pas interféré avec le programme de thérapie. Il s'est simplement assis sur la chaise en bois à l'extérieur, a ouvert sa mallette en cuir marron, en a sorti quelques dossiers et ne les a pas lus. Personne n'a demandé pourquoi il avait fait cela parce que personne n'avait besoin de le demander. La présence d'Henri faisait partie de la méthode. Les enfants traumatisés n'avaient pas besoin de quelqu'un pour les secourir. Ils avaient besoin de quelqu'un qui ne partirait pas. Le nom de la petite fille a été découvert le 3e jour, Élan. Elle ne parlait toujours pas, ne pleurait pas, ne criait pas et ne résistait toujours pas au bain, à l'habillage ou à l'examen. Il n'y a pas eu d'autre réaction. Les yeux d'Hélène étaient comme un lac immobile, non pas parce qu'il était paisible, mais parce que sous la surface se trouvait un abîme froid que rien ne pouvait toucher. Les thérapeutes ont essayé de nombreuses approches aux thérapies par le jeu, thérapie par l'image, contact par le mouvement mais elle n'a pas répondu. Certains membres du personnel plus jeune ont commencé à douter. Pourrait-elle être au-delà de toute aide? Seule la docteure Elina Rowe, la superviseure directe, a fait preuve de la persévérance nécessaire. Elle travaillait avec des enfants maltraités depuis plus de 20 ans et savait qu'une réponse lente n'était pas désespérée. C'était la preuve que le traumatisme avait rongé la structure de confiance. Elle n'évite pas le contact,
a déclaré le docteur Rowe à Henri un après-midi alors qu'il partait, mais elle ne croit plus à rien dans ce monde. Elle ne croit pas aux mots, à la douceur ou à l'amour inconditionnel. Henri écoutait, hochant la tête, sans discuter ni nier. Il a juste dit, « Je serai toujours là tous les jours ». La première semaine s'est déroulée sans changement. Hélène resta immobile. Le médecin rapporta que la psychologie était encore complètement fermée. Elle dormait très peu, ou plutôt ne croyait pas au sommeil, comme si fermer les yeux signifiait être à nouveau abandonnée. Elle était sensible au silence absolu. Lorsque la pièce fut silencieuse, elle commença à respirer rapidement, ses mains se contractèrent et ses yeux se tournèrent. Mais si la télévision était allumée, si de la musique était diffusée ou si une voix artificielle était diffusée, elle se recroquevillait, comme si chaque son était un écho d'un monde lointain. Il n'y avait qu'une seule chose qu'elle acceptait, les pas d'Henri à 17 heures. Personne ne l'a dit, mais tout le monde l'a remarqué. Quand cette heure arriva, son rythme cardiaque ralentit. Elle ne s'approcha pas de la porte, mais elle ne l'évita pas non plus. Un jour, une infirmière a rapporté qu'Hélène avait jeté 3 fois un coup d'œil à la porte lorsqu'elle l'avait entendu s'ouvrir. C'était son premier mouvement volontaire. Henri n'entrait toujours pas. Il était toujours assis dans le couloir, la mallette sur ses genoux, ses mains n'ouvrant pas les dossiers. La douce lumière jaune couvrait ses épaules chaque après-midi. Le mur blanc devant lui restait le même. Mais Hélène savait que quelqu'un était toujours assis là. Pas pour discuter, pas pour la forcer à être heureuse, juste pour rester là. La 2e semaine, Henri fut autorisé à rester plus longtemps. Le 10e jour, alors qu'il s'apprêtait à partir, un bruit très doux sortit de la porte, le grincement d'une charnière. Il se tourna mais ne bougea pas. La porte s'ouvrit légèrement. Hélène se tenait à l'intérieur et le regardait. Ses yeux n'avaient toujours aucune expression, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent, pas de peur, pas de doute, mais de reconnaissance. Comme si elle avait enfin relié un fil fragile entre l'image devant la porte et un souvenir qui n'était plus rompu. Personne n'a rien dit. Hélène resta là pendant quelques secondes, puis ferma doucement la porte. Pas de son, pas de signal. Mais pour Henri, c'était suffisant. Le lendemain n'était pas différent. Le ciel était toujours gris, le couloir toujours vide, l'odeur du désinfectant persistait dans l'air. La chaise en bois sur laquelle Henri était assis était toujours au bon endroit à côté du simple cadre de porte blanc avec le nom, Hélène, Room 2, dessus. Une chemise à carreaux légère, un manteau en laine foncée, une mallette en cuir soigneusement posée sur ses genoux. Ses mains n'ouvraient toujours pas les fichiers, ne tenaient toujours pas le téléphone. Il restait assis là, en silence, ses pieds touchant le sol, ses mains jointes, ses yeux regardant le mur d'en face, où il n'y avait rien qui valait la peine d'être regardé. Mais il avait toujours l'air d'un geste familier, un rythme dont personne ne parlait à personne, personne ne le poussait, mais Hélène s'y était habituée. Il restait assis près d'1 heure chaque jour, ni trop longtemps pour être intrusif, ni trop court pour qu'elle ignore sa présence. Mais aujourd'hui, à son arrivée, quelque chose avait changé. Sa chaise en bois, toujours à sa place habituelle, avait un morceau de papier soigneusement posé sur le siège, ni plié, ni collé, juste posé là comme une attente silencieuse. Henri resta immobile pendant quelques secondes, baissant les yeux, sans se précipiter pour le toucher. Le papier a été dessiné avec des crayons de cire. Les lignes étaient bancales, maladroites, disproportionnées, sans détails élaborés. Mais l'image était claire. Un homme et une petite fille. 2 personnes assises l'une à côté de l'autre, sans se tenir la main, sans s'étreindre, juste assises côte à côte. Au milieu, un cœur rouge, tout petit, dessiné encore et encore jusqu'à ce que le papier soit presque déchiré. Pas de nom, pas de mots, pas d'autres symboles. Henri s'accroupit, ramassa le papier à 2 mains, comme s'il risquait de se briser s'il n'en utilisait qu'un seul. Il l'a regardé longtemps. Personne dans le couloir, pas de personnel médical, pas d'infirmière, juste lui, la chaise et le journal. Il n'a pas souri, ni pleuré. Il plia simplement le papier en 2, soigneusement comme on plie une lettre de guerre, puis le plaça dans la poche intérieure de son manteau. Puis il s'assit, sans changer de posture, sans tourner la tête vers la porte. Mais pour la première fois, il a parlé à voix haute, pas fort, pas pour que quiconque l'entende, juste pour le dessin et pour la personne qui l'avait laissé là. Je te vois, Hélène. Elle n'a pas jeté un coup d'œil ce jour-là, n'a pas passé son œil à travers la fente et n'a pas donné d'autres signaux. Mais Henri savait que derrière le bois insonorisé et la douce lumière jaune, Hélène écoutait. Peut-être qu'elle n'a pas tout compris.
Peut-être qu'elle ne croyait pas tout, mais elle l'avait vu, et il l'avait vu. Dans le monde des enfants invisibles depuis trop longtemps, le simple fait de leur rendre un regard était déjà le début de quelque chose de réel. Le lendemain, Henri arriva toujours à l'heure. La chaise était toujours à sa place habituelle. Il n'y avait pas de nouveau dessin, mais cette fois, lorsqu'il s'assit, la porte de la chambre s'ouvrit légèrement. Elan n'était pas là, mais de la fente de la porte, une petite poupée ou le genre de jouet que les infirmières avaient laissé dans la chambre quelques semaines plus tôt a été poussée dehors. Son dos était tourné vers la porte. Son visage était tourné vers lui. Un détail qui paraissait simple, mais Henri comprit. Elle regardait, mais n'était pas prête à apparaître. Elle a envoyé un objet à sa place, quelque chose de facile à cacher, facile à reprendre si elle avait tort, mais qui portait un message clair. Je te vois. Henri n'a pas ramassé la poupée. Il n'a pas tendu la main, n'a rien fait pour briser ce signal fragile. Il se pencha légèrement, baissa la tête vers le jouet et prononça une seule phrase, « Je suis toujours là ». Ce soir-là, dans la salle de conférence du centre, le docteur Elinaro écrit une nouvelle ligne dans le dossier d'Elan, changement d'état de connexion. Communication non verbale proactive. La communication s'effectue en dehors du cadre de la thérapie avec la seule personne régulièrement présente, Henri Chat. Un jeune membre du personnel a demandé, est-ce qu'il devrait avoir autant de contacts? Pourrait-elle devenir dépendante? Elina secoua la tête. Pas besoin d'une longue explication, dit-elle simplement. Les enfants qui ont été emprisonnés perdent souvent la capacité de faire la distinction entre soin et contrôle. Mais Elan l'a choisi, a-t-elle poursuivi, non pas parce qu'il l'a sauvée, mais parce qu'il ne la force pas. 3 jours plus tard, un autre morceau de papier est apparu. Cette fois, il n'a pas été posé sur la chaise. Il était collé à l'intérieur de la porte, là où seul Henri pouvait le voir lorsque la porte était entr'ouverte, exactement dans le même angle que la veille. Le journal a dessiné une chaise vide. Sur la chaise se trouvait une mallette. À côté de la chaise se trouvait un mur avec un dessin représentant 2 yeux. Pas de cœur cette fois, pas de monde, mais tout était clair. Elan l'avait vu assis là et l'avait enregistré. Aucun mot n'est nécessaire. Henri n'a pas répondu par un dessin et n'a rien laissé derrière lui. Il a simplement continué à arriver à l'heure. Et quand il fut temps de partir, il toucha doucement la poignée de la porte, puis la lâcha sans l'ouvrir, sans entrer à l'intérieur, laissant juste sa main là pendant un moment, assez longtemps pour qu'Elan de l'autre côté sente que quelque chose était encore présent. Cette présence ne l'a pas obligé à s'ouvrir. Cela lui permettait simplement de choisir. À la fin de la semaine, Elan sortit de la pièce pour la première fois alors qu'Henri était déjà parti. Personne ne l'a dit à personne. La petite fille vient d'ouvrir la porte, entra dans le couloir vide et se dirigea lentement vers la chaise vide. Elle s'assit pas longtemps, juste quelques minutes, puis retourna dans la pièce. Pour la première fois depuis près d'un mois, le système de caméra a enregistré une nouvelle image. Une petite fille maigre, les cheveux emmêlés, les yeux vides, assise exactement là où un homme s'asseyait encore tous les jours assise droite, les mains sur les genoux, exactement comme il les avait gardées pendant des dizaines d'après-midi. La nuit n'était pas différente. Le vent soufflait doucement à travers les fenêtres de la salle de soins. L'horloge sur le mur faisait tic-tac. La veilleuse brillait toujours d'un jaune chaud, comme toujours, mais elle n'arrivait pas à dormir. Elle était recroquevillée sous une fine couverture, les yeux grands ouverts, regardant le plafond. Il n'y avait rien là-bas, mais dans sa tête, quelque chose restait. C'était le bruit du fer frottant l'un contre l'autre. C'était l'odeur de moisi qui régnait dans la vieille cage. C'était le visage de Franck quand il était ivre. C'était le froid qui ne venait pas du temps, mais de l'indifférence. Elle ferma les yeux, mais dans le sommeil qu'elle venait de toucher, un cri retentit au court et intermittent. Elle s'est assise. La sueur lui trempait le dos. Ses yeux étaient paniqués. L'infirmière de nuit entra, avec l'intention d'allumer la lumière. Mais Elan secoua la tête. Elle ne voulait pas de lumière et ne voulait pas non plus parler. Juste une phrase douce, comme un demi-souffle, ne m'enferme pas. Henri a été appelé vers minuit. Il ne portait pas de vêtements chics, juste un simple pull, son visage un peu pâle à cause du manque de sommeil, mais ses yeux étaient très éveillés. Elan était assise dans le coin du lit, serrant un oreiller à 2 mains. Elle n'a rien dit quand il est entré, elle n'a pas non plus levé les yeux, mais elle ne s'est pas cachée. Je ne l'ai pas évité. Juste silencieux, comme pour demander, vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Henri s'assit sur la chaise à côté du lit,
pas prêt, sans poser de questions. Au bout d'un moment, il parla, non pas pour apaiser la peur, mais pour partager le silence qui faisait étouffer Elan. Quand j'avais ton âge, je faisais aussi des cauchemars. Elan tourna légèrement la tête, sans regarder directement, mais ses yeux avaient quitté l'oreiller. À cette époque, ma maison n'avait pas de fenêtre. La pièce n'avait qu'une ampoule jaune. Chaque nuit, j'étais allongé là. J'imaginais que quelque chose attendait devant la porte. Je n'appelais pas, je n'entrais pas, je restais juste là à regarder. Sa voix était égale, lente, sans chercher à raconter un conte de fées, ni à atténuer la peur. J'avais l'habitude de pleurer, mais personne n'écoutait. Alors, j'ai fait une chose. Chaque soir, je me racontais une histoire. Elle fronça les sourcils, ne comprenant pas. Henri sourit très légèrement. J'ai fait semblant qu'il y avait quelqu'un assis au bout du lit, un adulte. J'imaginais que cette personne écouterait tout ce que je disais, même la plus petite chose. Je ne savais pas qui était cette personne, mais le simple fait de savoir que quelqu'un était là m'a permis de me sentir suffisamment en sécurité pour dormir. Elan ne répondit pas, mais ses yeux avaient cessé de briller. Ses mains avaient un peu desserré l'oreiller. Henri se leva et se dirigea vers la porte. Mais au lieu de partir, il s'assit près de la porte de la chambre, le dos contre le mur, les mains sur les genoux. Il cria au pas fort, mais suffisamment pour qu'Elan l'entende clairement. « Je ne sais pas de quoi tu as rêvé, mais si quelque chose du rêve veut te poursuivre, cela doit d'abord passer par moi. Et je reste assis ici jusqu'à ce que tu dormes. » 1 heure plus tard, Elan se rendormit. Cette fois, ses épaules n'étaient pas tendues. Ses mains n'étaient pas serrées. Elle s'allongea sur le côté, serrant toujours l'oreiller contre elle, mais son visage s'adoucit. Non pas parce que le cauchemar avait disparu, mais parce qu'elle savait que dehors, il y avait une vraie personne éveillée. Henri était toujours assis là. Il ne dormait pas, mais il n'était pas fatigué. C'était le garçon avec qui personne ne s'asseyait, maintenant, il était l'adulte qui savait que l'obscurité n'était pas aussi effrayante que de se réveiller et de ne voir personne. Le lendemain matin, Elan se réveilla. Henri n'était plus assis près de la porte, mais sur la petite chaise à côté du lit, il y avait un morceau de papier plié en deux, coupé avec un petit crayon. Elan l'ouvrit, l'écriture familière, la prochaine fois, raconte-moi encore l'histoire d'un rêve meilleur. D'accord ? Au-dessous de la ligne se trouvait un dessin griffonné, un adulte et un enfant assis à chaque extrémité du lit. Entre les deux se trouvait une ombre noire, bloquée, incapable d'avancer. Elan le regarda un instant, puis sourit. Le 3e matin de la nouvelle semaine a commencé comme d'habitude, air froid, couloir calme, personnel médical parlant à voix basse. Le centre de traitement n'a jamais été bruyant, jamais précipité. Ici, le temps ne s'écoulait pas selon l'horloge, mais selon de petits changements lents et presque invisibles. Henri est arrivé à 17 heures. Comme d'habitude, il portait aujourd'hui un long manteau gris avec une fine écharpe en laine enroulée autour du cou. Lorsqu'il s'assit sur sa chaise habituelle, il réalisa vaguement que quelque chose était différent. Pas depuis le couloir, mais depuis l'intérieur. La porte de la chambre d'Elan était toujours fermée. Il n'y avait aucun morceau de papier, aucune poupée, aucun signe d'accueil ou de rejet, mais il pouvait sentir que quelqu'un se tenait juste de l'autre côté de cette porte. Il n'a pas parlé. Il a simplement ouvert sa mallette, sorti son calendrier de travail, l'a plié et l'a mis de côté, comme il le faisait toujours. Mais au lieu d'ouvrir les dossiers habituels, il sortit de sa poche intérieure le premier dessin, 2 personnages et un cœur rouge. Il le posa doucement sur ses genoux, le tenant des 2 mains, le regardant en silence. Pas de mouvements inutiles, pas de souvenirs, pas de tentative d'enseignement, juste un homme qui s'accroche tranquillement à quelque chose d'important que les autres avaient oublié depuis longtemps. Dans la pièce, Elan s'appuya contre le mur, les yeux fixés sur la porte. Elle était sortie de sa chaise 2 fois cette semaine, chaque fois pendant moins de 10 minutes. Personne ne la poussait, personne ne l'encourageait, mais à chaque fois elle revenait dans la pièce avant que quiconque puisse apparaître. Elle le savait. Henri ne pouvait pas voir à travers le mur, mais il reconnaissait toujours sa présence, même lorsqu'elle n'était pas là. Aujourd'hui, quelque chose dans son cœur voulait être entendu. La séance de thérapie de l'après-midi s'est déroulée comme d'habitude. Le docteur Elina était assise à un bout de la pièce avec une boîte de crayons de cire. Hélène était assise à l'autre bout du fil avec une feuille de papier vierge devant elle. Il ne parlait pas beaucoup. « Vous pouvez dessiner ou pas ?» a déclaré Elina,
vous pouvez regarder par la fenêtre ou simplement vous asseoir. Tout va bien. Hélène resta immobile. Ses mains reposaient sur ses genoux, sans toucher les crayons. Soudain, la petite fille pencha légèrement la tête. C'était un mouvement doux, aussi léger qu'une plume poussée par le vent. Ses yeux se détournèrent de la feuille de papier vierge, vers la porte, et non vers le docteur Elina. Un bref instant. Elina l'a remarqué, mais elle n'a pas demandé. Elle vient d'ouvrir doucement son cahier. 1 minute s'est écoulée. Puis, Elan murmura si doucement qu'il semblait que seul un souffle glissait dans sa gorge. Henri. Ce n'était pas un appel, ni une enquête, juste un mot, un son, un rythme brisé qui n'était pas désaccordé. Elina n'a pas réagi immédiatement. Elle n'a pas pris de note à la hâte. Elle se contenta de hocher légèrement la tête. Pas par joie, mais parce qu'elle savait que ce qui venait de se passer était réel. Un mot, et ce n'était pas « père »,« tante » ou « quelqu'un ». C'était le nom d'une personne, le nom qu'Elan avait choisi d'attacher au premier coffre-fort qu'elle connaissait. La réunion professionnelle a eu lieu à 18h. Elina rapporta brièvement un mot. « Devrions-nous informer Henri ?» a demandé un membre du personnel. Elina secoua la tête. « Pas besoin. Il le saura si elle veut qu'il le sache. » Le lendemain, Henri arriva comme d'habitude. Personne ne lui a rien dit. Il n'y a eu aucun message du centre. Aucune annonce particulière. Il n'a pas demandé non plus. Mais lorsqu'il s'approcha de la chaise, il s'arrêta plus longtemps que d'habitude. Il n'y avait ni morceau de papier, ni poupée, juste une petite empreinte de main légèrement imprimée sur le bord de la chaise en bois, comme si un enfant avait posé la main dessus. Sans l'essuyer, sans le dissimuler, il s'assit. Ses mains reposaient toujours sur la mallette, mais cette fois, il se pencha légèrement vers la gauche, rapprochant la chaise de la porte juste un peu non pas pour entrer ou entendre plus clairement, mais pour répondre à quelque chose qui avait été envoyé. À l'intérieur, Elan se tenait près du bord du lit, les yeux fixés sur la porte. Elle ne l'ouvrit pas, ne jeta pas un coup d'œil dehors, se contenta de rester debout. Mais dans son cœur, pour la première fois, quelque chose n'était plus silencieux, n'était plus enfermé. Elle ne savait pas pourquoi elle avait prononcé ce nom. Elle savait seulement qu'à ce moment-là, elle avait besoin d'appeler quelque chose de réel, quelque chose qui ne la quitterait pas, quelque chose vers lequel elle pourrait revenir. Hélène ne savait pas si ce mot changerait tout, mais elle savait qu'il ne serait pas rendu. Henri n'est pas venu pour faire la fête. Il ne l'a pas serré fort dans ses bras et n'a pas frappé à la porte pour lui demander. Il est venu comme d'habitude et s'est assis plus près. Une semaine plus tard, Hélène a dessiné un autre tableau, qui n'a pas été placé à l'extérieur de la chaise ni collé derrière la porte. Elle l'a remis à l'infirmière de garde. « Donnez-le à Henri. » Le papier était plié en deux et placé dans une enveloppe vierge. Quand Henri l'a reçu, il l'a ouvert. 2 dessins simples, comme avant. L'un d'entre eux le montrait assis sur sa chaise habituelle. L'autre montrait la petite fille, désormais assise à côté de lui, sans plus de cœur entre eux. Il y avait une ligne écrite avec une écriture d'adulte, « Je n'ai pas peur de toi. » Henri replia lentement le papier, le mettant dans la poche intérieure de son manteau à côté de la première. Il n'a rien dit, mais cet après-midi-là, lorsqu'il s'est assis sur la chaise, il n'a pas posé la mallette sur ses genoux comme d'habitude. Au lieu de cela, il l'a posée sur le sol et a ouvert ses mains, les plaçant sur la chaise, de sorte que si une petite main voulait s'approcher, elle sache qu'elle y avait sa place. Un matin, en milieu de semaine, le centre de traitement était comme d'habitude, calme, rythmé, lent, comme la respiration de personnes qui avaient appris à vivre avec un traumatisme. Elan entra dans la salle de thérapie avec le docteur Elina, sans que personne n'ait besoin de le lui rappeler. Elle ne souriait pas, ne parlait pas, mais ses pas étaient plus réguliers. Il n'y avait plus de scène où elle se tenait avec hésitation devant la porte pendant des minutes ou évitait le contact visuel avec les infirmières. Henri n'était pas présent lors de cette séance de thérapie. Il a toujours maintenu ses limites, n'interférant pas dans le processus de reconversion professionnelle. Mais bizarrement, Elan en a parlé. La petite fille s'assit sur la chaise, posa ses mains sur la table, puis leva les yeux vers le docteur Elina. « Puis-je demander quelque chose à Henri ? Est-ce que ça va ?» Elina hocha simplement la tête, ne cachant pas sa surprise, mais ses yeux s'adoucirent. « Que veux-tu demander ?» Hélène pinça les lèvres pendant quelques secondes. Elle tourna la tête vers la porte, où personne ne se tenait, puis se tourna vers Elina. « Je veux choisir les vêtements à porter. »
C'était la première fois qu'Hélène faisait une demande spécifique, non pas demander quelque chose, ni tester des limites, mais un acte d'affirmation de soi, une façon de dire « je peux décider moi-même ». Ce soir-là, Elina a transmis le message à Henri lors de la courte réunion de fin de journée. Elle l'a raconté textuellement, sans rien ajouter ni soustraire. Henri écouta puis hocha doucement la tête. Il ne sourit pas, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit, comme si ce qu'il attendait n'était pas des mots, mais une prise de conscience. La conscience qu'Hélène voulait vivre comme quelqu'un qui avait le droit de décider. Le lendemain, quand Henri arriva, il apporta un grand sac en tissu, simple, sans marque. Il l'a placé devant la porte de la chambre d'Hélène. Pas de coup, pas d'appel, il l'a simplement laissé là, puis s'est assis sur la chaise comme d'habitude. 15 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Hélène sortit la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et pour la première fois, elle ne recula pas. Elle ouvrit grand la porte, sortit et se pencha pour ramasser le sac. À l'intérieur se trouvaient 8 chemises différentes couleurs, différents motifs. Un sweat à capuche vert avec un grand dinosaure imprimé sur la poitrine. Un t-shirt jaune avec un soleil souriant. Un pull épais gris souris, qui ne laisse que de la chaleur. Aucun d'entre eux n'était cher. Pas d'étiquette de mode. Tous étaient doux, amples et confortables. Henri n'a rien dit quand Hélène a ramené le sac à l'intérieur. Elle n'avait pas besoin de permission. On lui avait donné le pouvoir. Quand Henri se retourna, Hélène portait le sweat à capuche vert. La chemise était un peu longue, les manches couvraient ses poignets, mais elle ne l'a pas ajustée. Elle le portait comme si la chemise était un petit cocon, un endroit où elle pouvait se blottir et choisir comment sortir à son rythme. Henri se contenta de regarder, puis hocha légèrement la tête. Aucun éloge, aucune admiration, juste un regard confirmant qu'elle avait choisi. Et c'est vrai. Cet après-midi-là, après la courte séance de thérapie, Hélène retourna pour la première fois s'asseoir à côté de lui. Personne ne l'a invitée. Elle est venue, s'est assise à côté de lui, les mains sur les genoux, sans le regarder. 5 minutes se sont écoulées en silence. Puis elle parla très doucement. Si je crie, est-ce que je serai à nouveau enfermée ? La question n'était pas un test, mais une cicatrice parlante. Henri se tourna. Il n'a pas réagi immédiatement. Il la regarda silencieusement pendant un long moment. Puis, de sa poche intérieure, il sortit une petite clé attachée à un porte-clés en cuir souple. Il le plaça lentement dans sa main, sans contrainte. C'est la clé de mon bureau. Vous pouvez le verrouiller ou l'ouvrir à tout moment. Personne ne vous forcera. Personne ne vous enfermera. Il s'arrêta un moment, puis continua. Vous n'avez votre place dans aucune cage. Plus jamais. Hélène a tenu la clé dans sa main pendant un long moment. Elle n'a rien demandé d'autre et n'a pas répondu. Mais lorsqu'elle serra la main pour la première fois, Henri réalisa que cette main ne tremblait plus. Ce soir-là, écrit Elina dans son rapport. Jour 41, Hélène s'identifie par choix, sait faire la distinction entre réaction et autonomie, pose des questions qui contrôlent la situation, et non plus purement défensive. Personne au centre n'a lu ce rapport sans s'arrêter. Henri n'a pas lu le rapport. Il a juste gardé l'image d'Hélène dans le sweat à capuche vert tenant la clé et ses yeux n'évitant plus son regard. Non pas parce qu'elle n'avait plus peur, mais parce qu'elle savait désormais qu'elle avait le droit de choisir, à la fois face à la peur et pour la surmonter. Henri n'avait jamais parlé à Hélène de la peur qu'il ressentait à chaque fois qu'il quittait le centre. Il s'asseyait toujours sur le banc du couloir tous les après-midi, laissant toujours sa paume ouverte sur la chaise comme avant. Mais alors qu'Hélène commençait à poser des questions, qu'elle commençait à l'appeler par son nom, alors que la clé recouverte de cuir était fermement tenue dans sa main, il commença à avoir peur. Pas peur qu'elle soit faible, mais peur que le monde extérieur trouve un moyen de la rappeler. Au nom des liens du sang, au nom de la tutelle, ou simplement parce que la loi n'avait pas bien compris ce qui était douloureux et ce qui était acceptable. Il savait que Franck et Daisy avaient fait l'objet d'une enquête. Mais il savait aussi que dans ce système juridique, le retard était une autre forme de violence, alors il n'a pas attendu. 3 jours après cet après-midi, lorsqu'il a donné la clé à Hélène, Henri a appelé Georges Lynn, son avocat le plus proche. « Je veux obtenir la garde complète d'Hélène », a déclaré Henri sans hésitation. De façon permanente, inconditionnelle. Aucun accord partagé. Georges hocha la tête, sans demander pourquoi, mais il avait besoin de preuves. Et Henri le savait. Il a donc commencé à enquêter.
Avec Claire, une femme intelligente et réservée qui avait travaillé dans le domaine de la protection des mineurs, ils retournèrent à Burnsville, non pas pour semer le trouble, mais pour rassembler tout ce qui n'avait jamais été demandé. Ils se sont rendus au poste médical qui avait enregistré la chute d'Hélène, mais ne l'avait pas signalée. Claire a demandé des copies d'anciens dossiers, un poignet fracturé, une longue coupure sur la joue droite, les deux bandés, mais aucune enquête sur la cause. Ils se rendirent à l'épicerie où Daisy achetait du fil de fer et de vieilles palettes. Un employé s'en souvient très bien. Elle a dit qu'elle fabriquait un enclos pour chiens, mais à l'arrière de la voiture, il y avait des affaires d'enfants. Ils ont trouvé un voisin qui avait vu Hélène à travers la haie, assise dans une cage sous le soleil brûlant, sans chemise. Cette personne avait pris une photo, mais ne l'avait jamais soumise. Maintenant, ils ont accepté de le remettre. Claire a donné toutes les données à Georges, photos, relevés, factures, dossiers médicaux. Henri n'a dit qu'une seule phrase, « Je ne la laisserai pas devoir regarder en arrière ». Lorsque le dossier a été soumis au tribunal, Henri n'a toujours rien dit à Hélène. Il resta assis sur la chaise du couloir, la laissant décider de tout à son rythme. Mais en lui, tout était arrangé, des photos décolorées aux documents poussiéreux en passant par chaque ligne décrivant Hélène comme du bétail dans la déclaration du voisin. Il n'a pas utilisé ces choses pour riposter. Il s'en servait pour couper les chaînes. Un matin, Elina est venue au bureau d'Henri au centre, lui remettant une ordonnance du tribunal qui avait été approuvée. Sur celui-ci, imprimé en caractères gras, on pouvait lire « Garde complète irrévocable ». Tuteur légal Henri Chat. Elina n'a pas dit grand-chose. Elle posa simplement sa main légèrement sur le dossier. La petite fille ne le saura pas aujourd'hui, mais un jour, quand Hélène reviendra sur ses dossiers passés, elle verra que personne n'est parti. Ce soir-là, alors qu'Hélène était assise à côté de lui dans la cour, elle lui raconta un rêve. « J'ai rêvé que je courais. Derrière moi se trouvait la cage. Mais tu étais au bout du chemin, sans appeler, juste debout là. » Henri la regarda. « Et tu as couru vers moi. » Hélène hocha la tête. Ensuite, vous avez verrouillé la porte. La cage ne pouvait plus suivre. Henri lui serra doucement l'épaule, non pas pour la retenir, juste pour confirmer. Il ne vous suivra plus jamais. De l'autre côté, les avocats représentant la fondation Lightwell ont présenté le rapport médical, un document de 47 pages accompagné d'images tomodensitométriques, d'analyses sanguines, de résultats d'analyse psychologique et du diagnostic final, syndrome de stress post-traumatique, malnutrition chronique et signes de lésions cutanées dues à un contact prolongé avec des matériaux sales. La voix de l'avocat Georges Lynn était égale, sans drame et sans ajouter d'émotion. Il n'en avait pas besoin. Les données parlaient d'elles-mêmes. Franck a parlé pour la première fois lorsqu'on lui a demandé « Étiez-vous au courant de l'état d'Hélène lorsqu'elle était avec vous ?» Il haussa les épaules. Elle était sauvage. Pas comme les enfants normaux. Nous ne savions pas quoi faire. Personne ne nous a appris à gérer les enfants de cette façon, a-t-il poursuivi, intervint Daisy, sa voix plus calme. Nous ne l'avons pas battue. Nous voulions juste la garder en sécurité. Elle se cognait la tête contre le mur, se mordait les mains. Nous avions peur qu'elle se blesse. Tu veux dire l'enfermer dans une cage, demanda une voix. Ce n'était pas une cage, juste une zone sûre, se défendit Daisy. Personne dans la pièce n'a réagi. Il n'y a eu aucun ricanement, aucune réprimande. Leur silence impassible était la preuve la plus claire de la vérité. Henri était assis au deuxième rang derrière les avocats. Il n'a pas insisté ni eu besoin de se retirer en tant que témoin principal. Mais lorsqu'il a été invité à prendre la parole, il s'est levé, sans papier ni dossier à la main. Avec le sang-froid de quelqu'un qui ne parle pas au nom de quelqu'un d'autre, mais qui dit simplement la vérité, il s'est dirigé vers le podium. Il a regardé directement le jury et a déclaré « Personne ne peut qualifier Hélène d'enfant sauvage, car ce dont elle a besoin c'est d'une chaise sur laquelle s'asseoir, d'une chemise à choisir et de quelqu'un qui ne part pas. » Il s'arrêta un moment, ne regardant pas Franck ou Daisy mais regardant l'espace vide devant lui. Tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. Les voisins, les infirmières des cliniques, les enseignants de maternelle, tout le monde le savait. Et personne n'est venu. Elle a été enfermée dans une cage en plein jour, dans une ville qui n'était pas trop grande pour le cacher mais qui était trop silencieuse pour oser s'exprimer. Il a poursuivi, « Je ne suis pas ici pour me venger. Je ne veux voir personne souffrir plus que nécessaire. Je suis ici uniquement parce qu'Hélène mérite d'être crue, entendue, reconnue comme une vraie personne. Un enfant qui est resté silencieux trop longtemps.
Sa voix n'était ni forte ni larmoyante, juste assez claire et forte pour avoir un impact. Le juge a lu le verdict après 2 heures de délibération. Ce n'était pas long et ce n'était pas ambigu. Frank et Daisy ont été reconnus coupables d'emprisonnement illégal d'un mineur, de négligence dans les soins de base, de non-coopération avec les agences de protection de l'enfance et de fourniture de fausses informations médicales. Pas d'accord de clémence, pas de condamnation avec sursis. Frank s'affala sur sa chaise. Daisy s'est effondrée comme si elle était sur le point de s'évanouir, mais personne n'est venu les soutenir. Personne ne les a défendus. Il n'y avait pas ici de scène de film dramatique, pas d'applaudissements, pas de caméra, juste un silence qui, pour la première fois, portait le nom de justice. Sur le chemin du retour, Henri n'a rien dit. Il regarda par la fenêtre de la voiture, tenant à la main le dossier médical qu'il avait gardé dans sa mallette tout l'après-midi. Dans le dossier se trouvait une image radiographique du cerveau d'Hélène, floue, mais la légère fissure qui avait guéri était visible, un détail silencieux, comme tout ce qu'Hélène avait enduré. Il ne l'a pas tenue pour être en colère, mais pour se rappeler que la vérité n'a pas besoin d'être violente pour avoir du poids. Ce soir-là, quand Henri revint au centre, Hélène était assise dans la petite cour derrière. Il ne faisait pas froid, mais elle portait toujours le sweat à capuche vert avec le dinosaure. Ses mains jouaient avec les pétales tombés sur le rebord de pierre. Lorsqu'il s'est approché, elle n'a pas levé les yeux, elle a simplement demandé doucement « Est-ce qu'on leur a crié dessus ?» Henri s'assit à côté d'elle. Pas près, pas loin. Personne n'a crié. Hélène réfléchit un instant, puis hocha légèrement la tête. Je ne veux pas qu'il souffre. C'est juste de ne plus être près. Et maintenant, ils ne sont plus près de chez vous, répondit-il. La petite fille ne dit rien de plus, mais lorsqu'elle se leva pour entrer, elle s'arrêta à la porte et se retourna pour regarder Henri. Elle le regarda longuement, très longtemps, sans rien demander, juste pour s'assurer qu'il était toujours là. Les mois ont passé après le procès et Hélène s'est progressivement libérée de l'ombre du passé. Un lundi matin, la nouvelle tomba. Une famille avait accepté d'adopter Hélène, non pas par pitié, ni à cause de l'attention des médias, mais parce qu'elle la voulait vraiment dans leur vie. La famille d'accueil était un couple d'une 40aine d'années, sans enfants, vivant dans une ville calme à environ 1 heure de route du centre. Henri les a rencontrés pour la première fois lors d'une consultation avec Elina. Il a écouté attentivement leurs réponses, la façon dont ils décrivaient ne vouloir remplacer personne, mais seulement vouloir créer un foyer où un enfant n'aurait pas à lutter pour survivre. Ils ont dit toutes les bonnes choses, avec un ton doux et sincère, sans aucune promesse creuse. Il lui avait préparé une chambre privée, dotée de rideaux ornés de photos de planètes et d'un lit bas pour qu'elle puisse y grimper seule. Le placard était plein de choix, bleu, orange, motifs de renard et imprimés cosmiques. Tout semblait parfait sur le papier. Hélène a été prévenue 3 jours à l'avance. Il n'y eut pas de réaction immédiate, pas de refus, juste un léger signe de tête, et elle retourna dans sa chambre. Elina lui conseilla de la laisser réfléchir. Personne ne s'est dépêché, personne ne l'a forcé. Ce soir-là, Hélène plia chacun de ses objets et les mit dans un sac en tissu. Pas beaucoup d'articles, juste quelques-uns de ses vêtements préférés, le sweat à capuche dinosaure, la première photo qu'elle avait envoyée à Henri et la clé recouverte de cuir qu'il lui avait donnée. Henri entra alors qu'elle emballait la poupée qu'elle avait placée pour la première fois devant la porte le mois dernier. Il ne dit rien, se contenta de s'asseoir à côté d'elle, la regardant faire ses bagages, sans se précipiter, sans hésiter, observant simplement tranquillement. « Cette famille est très bonne, dit doucement Henri. Ils vous laisseront choisir vos vêtements, choisir vos couleurs et ils vous écouteront lorsque vous voudrez parler. » Hélène ne répondit pas, mais sa main s'arrêta sur la bandoulière du sac. Elle le serra légèrement, puis le relâcha. Après un long moment, quand tout fut emballé, elle se tourna vers lui. Cette fois, ses yeux n'évitèrent pas les siens. « Si je pars, seras-tu toujours assis dans ce couloir ?» Henri hocha lentement la tête. « Il y aura toujours quelqu'un assis à côté de la porte, même si je ne suis plus là. » Hélène baissa les yeux sur sa main, toucha la clé dans sa poche, puis la sortit. Elle le plaça sur sa paume ouverte et le regarda à nouveau. « Si j'appelle, tu viendras. » Henri ne répondit pas immédiatement. Il se redressa, baissa légèrement la tête, comme s'il réfléchissait non pas à la réponse, mais au poids de la promesse. Puis il dit, d'une voix qui ne montait ni ne descendait, aussi claire que la lumière du jour, « Chaque fois que tu appelleras, je viendrai. » Le lendemain matin, la voiture de la famille d'accueil est venue la chercher. Le couple s'est retiré avec des yeux bienveillants.
Ils ne l'ont pas serrée dans leurs bras, mais ont simplement ouvert la portière de la voiture, s'inclinant devant elle comme un adulte. Hélène sortit du centre, un petit sac sur l'épaule. Ses yeux parcoururent le couloir, les coins où elle s'était assise pour dessiner, pour se taire. Elle n'a pas pleuré. Lorsqu'elle s'est approchée de la voiture, elle s'est arrêtée et a fait demi-tour. Henri se tenait toujours à la porte, sans l'appeler, sans lui faire signe, juste là. Hélène se dirigea vers lui. Elle s'est arrêtée près de lui, a levé les yeux et a demandé, « Si vous ne vous asseyez plus, je ne saurai pas le chemin du retour. » Henri se pencha et posa doucement sa main sur son épaule. « Je ne quitterai pas ma place. Il y aura toujours quelqu'un assis là, même si vous ne me voyez pas. » Hélène le regarda directement dans les yeux pendant un très long moment. Puis elle tourna la tête et se dirigea vers la voiture. Elle a posé le sac sur la banquette arrière, mais n'est pas montée tout de suite. Elle se retourna rapidement et se dirigea de nouveau vers Henri, s'arrêtant et levant les yeux. « Alors je n'y vais pas. » Henri n'était pas surpris. Il n'a pas non plus demandé. Il s'agenouilla simplement, posa ses mains sur ses genoux et laissa Hélène poser sa petite main sur sa paume, tout comme il avait l'habitude de laisser ses mains ouvertes sur la chaise du couloir. C'était un très petit échange, mais suffisant pour que les gens sachent qu'un choix avait été fait, non pas par des mots, mais par la foi. La famille d'accueil a compris. Ils n'ont pas été déçus. Ils sont partis sans lancer de regard de blâme ou de pitié. Elina, lorsqu'elle a été avertie, a simplement souri. Le choix est le premier droit qu'Hélène ait jamais reçu, et elle l'a utilisé correctement. Ce soir-là, Hélène était assise dehors dans la cour, le sweat à capuche dinosaure recouvrant son oreiller. Le ciel était calme. Henri était assis à côté d'elle, ni près, ni loin. Hélène ouvrit son sac et en sortit la clé. « Tu te souviens de ce que tu as dit quand tu m'as donné ça ?» elle a demandé. Henri hocha la tête. « Je n'appartiens à aucune cage. » Hélène le regarda, ses yeux brillants dans l'obscurité. « Donc tu ne peux pas non plus t'enfermer dans ce couloir pour toujours. » Henri resta silencieux, puis sourit un sourire léger et rare. « Alors, qui va s'asseoir là maintenant ?» Hélène répondit immédiatement, sans réfléchir. « Moi. » Un an s'est écoulé. Le temps ne guérit pas tout, mais il laisse de douces empreintes sur le sable. Chaque pas d'Hélène, aussi petit soit-il, laisse toujours sa marque. Plus personne ne l'enferme dans une cage. Personne ne l'oblige à se comporter. Personne ne lui attribue un rôle dans une histoire pour adultes. Un an lui a suffi pour ne plus broncher lorsqu'elle entend la porte se fermer. De quoi lui permettre de choisir elle-même les couleurs de son dessin. Assez pour qu'elle puisse s'asseoir seule dans une pièce avec les lumières allumées sans se sentir laissée pour compte. Et cela lui suffit, un soir comme celui-ci, pour monter sur scène devant des centaines de personnes. C'était le gala annuel organisé par la Fondation Lightwell. Le lieu était un vieux théâtre avec un dôme en bois, des chaises rouges foncées et de douces lumières jaunes. Rien de fastueux, mais assez chaleureux. L'événement dans son ensemble n'avait pas pour but de collecter des fonds mais de prouver que les enfants laissés pour compte peuvent également se tenir au centre de la scène sans avoir à se forcer pour se produire. Hélène n'était pas obligée de jouer. C'est elle-même qui l'a suggéré. « Je veux jouer du piano. » Lorsqu'on lui a demandé comment elle voulait appeler l'œuvre, elle a simplement souri un sourire aussi léger que la dernière feuille sur une branche d'arbre en hiver puis a écrit sur le papier, la personne assise près de la porte. La fête touchait à sa fin lorsque les lumières de la salle se sont éteintes. Le MC l'a présenté brièvement, sans raconter une longue biographie mais en disant simplement, la dernière performance de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être présenté parce qu'elle est elle-même l'histoire. La pièce entière devint silencieuse. Hélène est montée sur scène. Pas de robe en soie, pas de chignon fantaisie, juste une fillette de 9 ans, maigre, cheveux noirs jusqu'aux épaules, vêtue d'une simple robe de couleur crème recouverte du sweat à capuche vert dinosaure qu'elle avait gardé l'année dernière, même s'il était un peu serré maintenant. Elle s'assit au piano, ajusta ses mains, sans regarder le public, puis commença à jouer. La musique était très simple, sans technique, juste quelques accords, quelques mélodies répétées. Mais dans cette simplicité, il y avait quelque chose que les adultes ne pouvaient plus jouer, l'honnêteté. Chaque touche du piano était comme un morceau de souvenir, le bruit de la porte qui s'ouvrait doucement, le bruit d'un dessin qui gratte sur la table, le bruit de la clé qu'on met dans sa main, le bruit de quelqu'un assis silencieusement dans le couloir tout l'hiver. Pas une seule personne ne respirait fort dans l'auditorium. À la dernière note, Hélène relâcha sa main des touches du piano. Elle ne s'est pas inclinée et ne s'est pas attardée.
Elle se leva simplement, se tourna et descendit tout droit. Les caméras clignotaient continuellement. Les partisans, les gestionnaires de fonds, les journalistes et les donateurs se sont tous tournés vers la petite fille. Mais Hélène n'est pas allée vers eux. Elle longea l'auditorium, passa devant les premiers rangs, devant les lumières des caméras, devant toute l'admiration qui montait de tous côtés. Elle s'arrêta lorsqu'elle atteignit la deuxième rangée en partant du fond, où il y avait une chaise vide et un homme assis, qui ne la quittait pas des yeux de toute la soirée. Henri se leva mais ne dit rien. Hélène grimpa sur la chaise à côté de lui, la chaise sur laquelle il s'était assis pendant des dizaines d'après-midi dans le couloir central tranquillement, sans être forcé. Personne ne l'obligeait à s'asseoir là, mais il apparaissait tous les jours. Maintenant, elle était assise là. Elle ne l'a pas regardé tout de suite, s'est simplement appuyée légèrement sur son épaule et a ensuite parlé très doucement, suffisamment pour qu'il puisse l'entendre, mais personne d'autre. Maintenant, c'est à ton tour de rester assis. Je vais rester. Il ne répondit pas, se contentant de poser sa main sur celle de la petite fille sans la saisir, sans la tenir, juste présente. Cette chaise n'était plus vide. Et la personne qui était assise là se taisait, attendait, se reposait enfin parce que cet enfant avait choisi son siège. Pas un endroit parfait, pas une famille écrite par des noms de famille, mais un endroit où il y avait quelqu'un qui ne s'éloignait pas, même lorsqu'elle n'avait jamais appelé, ou une maison qui n'avait pas besoin de toi, juste une chaise à côté de quelqu'un qui ne voulait pas partir. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'au tout dernier moment, je veux vous dire quelque chose de simple et sincère, merci. Parce que des histoires comme celle d'Hélène, qui semblent n'être qu'une fiction ou une performance émotionnelle, se déroulent en réalité quelque part. Il y a encore des enfants emprisonnés, non pas par des barres de fer, mais par indifférence, considérés comme brisés, difficiles à enseigner, simplement parce que les adultes n'ont pas assez de patience pour s'asseoir à côté d'eux. Mais je ne raconte pas cette histoire pour vous rendre triste. Je le dis pour vous rappeler que parfois la seule chose dont un enfant a besoin, c'est de quelqu'un qui ne part pas. Aucun héros n'est nécessaire. Pas de miracle. Juste une chaise vide tous les jours, à l'heure. Quelqu'un assis tranquillement là, sans demander, sans se précipiter, sans forcer, mais sans jamais disparaître. Henri n'a pas sauvé le monde. Il n'a fait qu'une chose, rester. Et parfois, rester est la protection la plus inébranlable. Si vous retenez quelque chose de cette histoire, j'espère que ce sera ceci: nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être de bonnes personnes. Nous devons juste être présents et ne pas nous éloigner. Merci d'être resté jusqu'au bout. Rendez-vous dans la prochaine histoire, où l'espoir vit encore, même si ce n'est que sur une chaise près de la porte.